Le Sahel vient de déplacer une pièce que personne n'attendait. Dans l'ombre d'une simple cérémonie, l'Alliance des États du Sahel se présente comme un acte de rupture, une indépendance assumée contre l'ancien ordre. Et si cette prise de relais, portée par Ibrahim Traoré, ne concernait pas seulement 3 pays, mais la manière dont le monde finance son confort depuis des décennies. La vraie secousse commence maintenant. Voici la promesse de ce récit. Comprendre comment une alliance régionale peut devenir un levier mondial sans se laisser aveugler par les slogans ni par la peur. Le bénéfice est simple, voire clair en moins de 12 minutes. Derrière les mots de souveraineté, il y a des mécanismes précis. Contrôle des ressources, contrôle du récit et surtout contrôle des outils économiques. Ce qui se joue n'est pas seulement une question de sécurité au Sahel, mais une redéfinition des rapports de force entre des pays longtemps considérés comme périphériques et ceux qui ont bâti leur stabilité sur cette périphérie. À chaque étape, l'enjeu se resserre. Qui décide des partenariats ? Qui fixe les règles ? Qui garde la valeur créée par le sol et par le travail ? Le cœur de cette séquence, c'est la tension entre deux futurs. Un retour à la dépendance ou une accélération d'autonomie portée par des figures comme Ibrahim Traoré. Le premier signal n'est pas un discours mais un chiffre. 500 milliards de francs TFA annoncés comme capital initial d'une banque confédérée. Dans le même mouvement, Ibrahim Traoré est présenté comme le visage d'un bloc qui veut financer son industrialisation aux conditions africaines. C'est ici que la question posée plutôt se referme. L'enjeu dépasse la scène sahélienne parce qu'il touche aux outils qui organisent la dépendance. Dans le récit source, 3 leviers reviennent sans cesse, comme une chaîne logique. D'abord, la sécurité devient un argument d'autonomie. Une force unifiée est évoquée, avec l'idée d'opération à grande échelle, après des années où des armées étrangères sont décrites comme inefficaces malgré leur présence. Ensuite, le récit se déplace vers l'infrastructure symbolique, un passeport biométrique commun, présenté comme une preuve d'existence politique et comme une rupture avec des dispositifs gérés par une entreprise étrangère. Enfin, l'économie prend le centre. Banques, télévision et la possibilité d'une monnaie commune sont décrites comme des instruments de souveraineté, pas comme des détails administratifs. Ce cadrage a une conséquence immédiate. Il oblige à relire le silence ou la minimisation médiatique mentionnée dans la source, non comme une absence d'importance, mais comme une bataille de perception. Le texte insiste sur une peur centrale attribuée aux puissances occidentales. Perdre le contrôle, davantage que perdre la face. C'est pourquoi la même idée revient sous plusieurs formes. Sortir d'organisations jugées inutiles, refuser des sanctions présentées comme punitives et chercher des partenaires alternatifs en parlant d'options plutôt que d'alignement. La suite devient alors prévisible dans son architecture. Si l'identité, le financement et la narration changent de main, la confrontation n'est plus seulement militaire, elle devient systémique. Amadou n'a rien d'un symbole fabriqué. Dans la source, c'est un père de 58 ans vivant près de Bobo Dioulasso, qui a vu le coton quitter son pays comme une évidence, pendant que ses enfants luttaient pour un repas correct. Son histoire ne sert pas à attendrir, elle sert à mesurer la distance entre la richesse produite et la vie réelle. Il a vu défiler des présidents en costumes coûteux, venus lui demander de patienter, tandis que l'avenir se négociait en échange de quelques miettes d'aide étrangère. Quand la narration affirme qu'un leader n'est pas seulement un président, mais un fils qui protège la maison familiale, c'est Amadou qui donne du poids à cette phrase. Aïcha, elle, est décrite comme une grand-mère de 65 ans près de Ouagadougou. Elle se lève avant le soleil, travaille la terre comme les générations avant elle et vit dans un pays présenté comme l'un des meilleurs producteurs d'or d'Afrique, sans électricité fiable. Ce détail est crucial. Il ne s'agit pas d'une pénurie abstraite, mais d'un contraste quotidien entre l'or et l'obscurité. La source ajoute un élément plus politique. Aïcha voit une photo d'un passeport biométrique de l'AES et comprend, pour la première fois, qu'elle appartient peut-être à un bloc qui se veut puissant, pas à un coin négligé du monde. Ces 2 micro-récits font office de test. Si la souveraineté annoncée ne se transforme pas en école, énergie, nourriture,
elle restera un slogan. Et c'est précisément là que la figure d'Ibrahim Traoré est placée, entre la promesse et la preuve. Une seule question compte: qui garde enfin la valeur créée? Avant, la sécurité se négociait comme une permission. Après, elle est décrite comme une obligation assumée. Et c'est précisément là que le récit ouvre une dette de curiosité. Qu'est-ce qui change quand un bloc décide de ne plus demander, mais de construire ses propres leviers sans attendre l'approbation des anciens arbitres? Le déclencheur dans la source n'est pas seulement une nomination, c'est la mise en scène d'une bascule. Un capitaine, Ibrahim Traoré, prend la tête d'une alliance et transforme une cérémonie en signal politique. Les mots choisis martèlent qu'on a la rupture. Fin de l'ère où l'on demandait la permission d'être libre. Fin de la logique où les ressources alimentent les rêves des autres pendant que le continent reste dans l'ombre. Le texte ne présente pas cela comme une nuance diplomatique, mais comme une déclaration d'indépendance contre un vieux monde. Puis vient la montée en pression. Le récit insiste sur le contraste avec des dirigeants décrits comme achetés et payés. Ici, le ton se veut brut, militaire, presque sans vernis. Il ne s'agit pas de promettre des fleurs sur la route, mais d'annoncer une lutte, avec un vocabulaire de ceinture serrée, d'efforts doublés et d'ennemis clairement nommés. La sécurité devient une scène centrale. Le lancement d'une force unifiée est présenté comme devant être suivi d'opérations à grande échelle. Dans la même phrase, le texte accuse les présences étrangères d'avoir cohabité avec l'augmentation de la violence, comme si l'ancien récit s'effondrait sous son propre bilan. Le climax se déplace alors du terrain vers l'architecture institutionnelle. L'idée est simple: gagner au XXIe siècle, ce n'est pas seulement tenir une ligne, c'est tenir l'argent et le récit. La source avance 3 outils comme des marqueurs de nation. Une banque confédérée pour contrôler notre propre argent, une chaîne de télévision pour raconter nos propres histoires, et une infrastructure administrative présentée comme intégrée avec des passeports biométriques et des systèmes de défense évoqués comme des réalisations ignorées par les médias occidentaux. Chaque élément est présenté comme une pièce d'échec posée pour réduire la dépendance. À ce point, le texte ajoute une réplique psychologique. La bataille serait aussi une bataille de regard. Les médias grand public seraient accusés de concentrer l'attention sur la peur pour empêcher de voir le pouvoir. La diaspora devient alors un second théâtre. On ne parle plus seulement de transfert d'argent, mais d'un désir de rediriger compétences et investissements vers la patrie pour construire industrie et infrastructure. Le récit veut créer une continuité. Ceux qui tiennent le sol et ceux qui tiennent la parole ensemble et pas en parallèle. Les secousses arrivent ensuite par la diplomatie et les retraits. La source présente certaines organisations régionales comme des instruments d'intérêt extérieurs, citant des menaces d'intervention et des sanctions ayant touché les plus vulnérables. Se retirer devient un acte stratégique, refuser une table jugée truquée et en construire une autre. Enfin, le texte élargit l'onde. Partenaires alternatifs, monde multipolaire, options revendiquées et lignes tracées entre peuple et exploiteurs. La tension finale est posée sans détour. Si le bloc tient, il crée un précédent. S'il échoue, le message serait destiné à décourager toute résistance. D'une dépendance à des financements extérieurs, le récit bascule vers une banque confédérée dotée de 500 milliards de francs CFA. Cette somme sert de point d'ancrage à une promesse: ne plus mendier des prêts assortis de conditions, mais créer un outil capable de pousser l'industrialisation et l'offensive agricole selon des priorités décrites comme locales. Le texte n'apporte pas de tableau financier détaillé, mais il insiste sur la logique. L'argent n'est plus seulement un moyen, il devient un terrain de souveraineté. Pour dire les choses nettement, ces 500 milliards de francs CFA représentent un levier, financé sans conditions importées. Le deuxième indice se situe moins dans la masse d'argent que dans le geste administratif, présenté comme un coup de ciseau dans une chaîne de dépendance. La source décrit la rupture d'un contrat lié à l'identification et aux documents de voyage, et souligne l'idée de reprendre la main sur la donnée, la circulation et le symbole d'appartenance. Dans ce cadrage, un passeport n'est pas un objet de voyage, il devient une preuve d'existence politique
presque une déclaration de propriété sur l'identité collective. Le récit associe cette séquence à une bascule technologique, passer d'un prestataire étranger à un partenaire différent et annoncer que les clés ne seront plus détenues ailleurs. Autrement dit, fin 2025 marque une rupture, reprise du contrôle identitaire. Le troisième élément chiffré n'est pas une statistique économique, mais une taille stratégique. La source rappelle que l'alliance se fonde sur un noyau de nations qui décident de se tenir ensemble, précisément parce que, séparées, elles seraient plus faciles consensus à contraindre. Ici, la quantité sert à poser un changement d'échelle. On ne parle plus d'un pays isolé exposé aux sanctions, mais d'un ensemble territorial et politique qui prétend peser dans les négociations. Cela explique la répétition d'un thème, les retraits d'organisations jugées inutiles, la contestation de sanctions et la recherche de partenaires optionnels ne seraient pas des gestes épars, mais les facettes d'une même stratégie. En clair, 3 États forment une masse critique pour négocier, résister et coordonner. À partir de ces 3 repères, le texte déroule une argumentation d'ingénierie politique. La Banque confédérée est présentée comme une réponse à un problème récurrent. L'argent emprunté reviendrait souvent, selon la source, à des entrepreneurs étrangers, laissant la dette sur place et la valeur ailleurs. Le passeport, lui, sert de preuve que l'alliance peut produire un instrument concret, visible et reproductible. Et la taille du noyau, enfin, explique pourquoi la confrontation est décrite comme plus intense. L'enjeu ne serait pas l'image d'un leader, mais la possibilité que le modèle fasse école. C'est dans ce nœud que la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît, non comme un décor, mais comme un point de convergence narratif. La source le place à l'intersection des 3 leviers, sécurité à assumer, récit à tenir, argent à maîtriser. Elle ne démontre pas par des séries longues, elle cherche plutôt à prouver par des objets, une banque, un document, un bloc. Et elle suggère que ces objets sont précisément ceux qui rendent les pressions extérieures plus crédibles, parce qu'ils touchent aux règles de contrôle, pas seulement au discours. Le test implicite reste pourtant simple. Si ces leviers se traduisent en nourriture, énergie, école et stabilité, ils deviendront des preuves. Si ces leviers restent symboliques, ils deviendront des cibles. C'est cette ligne de tension que la suite doit éclairer. Non pas ce qui est proclamé, mais ce qui peut tenir face au choc. Le premier argument, défendable même par un lecteur sceptique, consiste à dire que l'alliance et la montée en puissance d'un dirigeant comme Ibrahim Traoré peuvent aggraver l'isolement diplomatique. Dans cette lecture, le retrait d'organisations régionales, la rupture de certains contrats et l'affirmation d'une force unifiée risquent d'être perçus comme une escalade, donc comme un prétexte à sanctions, restrictions de visas ou pression financière. Les critiques diraient aussi que la rhétorique de rupture nourrit une polarisation dangereuse. Plus le discours se durcit, plus les adversaires se sentent autorisés à durcir leurs réponses. Enfin, ils pointeraient l'incertitude. Créer une banque confédérée ou évoquer une monnaie commune ne suffit pas. Et l'écart entre l'annonce et l'exécution peut produire déception et instabilité. Le deuxième argument, tout aussi solide en apparence, affirme que l'alliance pourrait masquer des fragilités internes. Un bloc n'efface pas les différences de priorité ni les tensions sociales. Même un récit d'unité peut être mis à l'épreuve par les contraintes matérielles. Sécurité, inflation, services publics. Les critiques insisteraient sur une question simple. Si la promesse est la souveraineté, comment éviter que les coûts de transition ne retombent sur les plus vulnérables ? À leurs yeux, l'histoire est pleine de mouvements de libération qui se sont heurtés à la logistique et à la gouvernance. La source, elle, répond à ces objections par une logique de preuve plutôt que par une promesse abstraite. Première réponse, l'isolement n'est pas présenté comme un risque nouveau, mais comme une réalité ancienne. Ce qui change serait la capacité de choisir, donc de multiplier les options, en travaillant avec des partenaires décrits comme respectueux des conditions africaines. Deuxième réponse, l'unité n'est pas décrite comme un slogan, mais comme une architecture d'outils, banque, chaîne médiatique, passeport biométrique, coordination sécuritaire, censée réduire la dépendance qui rend vulnérable. Enfin, la source renverse la critique d'instabilité. La vraie instabilité serait de rester prisonnier d'un système où la monnaie, la sécurité et l'alimentation peuvent être influencées de l'extérieur.
Ce débat ne se tranche pas par l'émotion, il se tranche par la continuité des preuves. Tout bascule au moment du passeport. La source présente ce détail comme plus qu'un document, une preuve visible qu'un bloc politique veut exister par ses propres instruments. Quand Ibrahim Traoré est associé à ce passeport biométrique, l'effet recherché est double. D'un côté, il s'agit de dire à la population qu'elle n'est plus enfermée dans une identité fragmentée, gérée ailleurs, selon des règles importées. De l'autre, il s'agit d'envoyer un message externe. Les données, les mouvements et les papiers ne sont plus une extension administrative de l'ancien ordre. Le récit insiste sur la symbolique, parce qu'elle produit une conséquence stratégique. Si un bloc contrôle l'identité, il peut ensuite négocier la sécurité, le commerce et la mobilité avec plus de cohérence. Dans cette logique, le passeport devient un pivot silencieux, un changement de scène sans bruit de bottes. Il transforme une alliance en architecture concrète, donc en cible potentielle. Et c'est là que la bascule s'opère. Ce qui semblait être un discours de dignité se traduit en mécanisme, et ce qui semblait être un mécanisme devient un acte politique. Le milieu du récit se referme sur une idée simple. Si l'identité se normalise au niveau confédéral, la souveraineté cesse d'être un mot. Pour l'État, la conséquence la plus immédiate est institutionnelle. L'alliance cesse d'être un discours et devient une chaîne d'outils. La Banque confédérée, annoncée avec 500 milliards de francs CFA de capital initial, sert à déplacer la décision financière du dehors vers le dedans, au moins dans l'intention. Le passeport biométrique commun, présenté comme une rupture de contrat et une reprise de contrôle, transforme l'identité administrative en instrument politique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas seulement décrit comme un porte-voix, mais comme le point d'assemblage entre sécurité, diplomatie et économie. Pour les entreprises, l'impact se lie dans la manière dont la valeur peut être captée ou contestée. Le récit insiste sur l'idée que, pendant des décennies, les chaînes d'exploitation ont orienté la richesse vers des coffres situés ailleurs, via des règles écrites hors du Sahel. Si une banque confédérée finance l'industrialisation aux conditions africaines, alors les acteurs économiques locaux peuvent espérer des crédits plus alignés sur des priorités internes, sans passer par des guichets perçus comme punitifs. A l'inverse, la même promesse augmente le risque de friction. Plus les règles changent, plus les intérêts installés cherchent à retarder, requalifier ou délégitimer le changement. Pour les citoyens, la conséquence n'est crédible que si elle devient tangible, et la source le sait, elle passe par des scènes de vie. 7 ans, Aïcha, grand-mère de 65 ans, est décrite comme vivant dans un pays riche en or, mais sans électricité fiable. Pour elle, un passeport biométrique n'a de sens que s'il annonce une école, une lumière, une sécurité qui arrive enfin. Amadou, père de 58 ans, près de Bobo Dioulasso, sert de rappel. Voir des richesses se partir pendant que les enfants manquent d'un repas transforme la souveraineté en exigence morale. Pas en slogan. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'est jugé ni sur la ferveur, ni sur la posture, mais sur la capacité à convertir un récit de dignité en service concret. Pour la région, l'effet principal est un changement d'échelle. On ne parle plus d'un pays isolé, mais d'un noyau de 3 États qui revendiquent une masse critique. La source associe cette masse à une protection. Ensemble, le Mali, le Niger et le Burkina Faso seraient plus difficiles à contraindre par des sanctions ou des menaces d'intervention, parce que la dépendance se répartit et que la coordination s'affiche. Ce mouvement redessine aussi les partenariats. La Russie et la Chine sont évoquées comme des options, non comme des tuteurs, afin de rompre avec l'idée qu'un seul centre dicte les conditions. Le coût, en retour, est une tension durable. Plus le bloc se consolide, plus la bataille du récit s'intensifie, car l'enjeu n'est pas seulement le Sahel, mais le précédent qu'il pourrait créer. Dans les 6 à 12 prochains mois, la question la plus décisive n'est pas de savoir qui approuve l'alliance, mais ce qui tiendra face aux premières secousses, l'architecture économique, le récit public ou la capacité à convertir des symboles en résultats mesurables. C'est ici que s'ouvre la dernière dette de curiosité. Quel mécanisme concret permettra de transformer une promesse politique en trajectoire durable ? Dans une trajectoire plausible, on verrait un bloc qui avance par étapes, sans rupture brutale, en consolidant ses instruments déjà annoncés.
la Banque Confédérée devient un canal de financement ciblé, surtout pour l'agriculture et quelques infrastructures visibles. Le passeport biométrique s'installe comme signe d'unité, mais l'effet reste surtout symbolique au début. Sur le plan diplomatique, les pressions persistent, mais l'Alliance gagne en reconnaissance de fait, car elle fournit des points d'ancrage, une banque, un récit médiatique, une coordination sécuritaire. Dans une version plus favorable, on pourrait voir que les outils s'enchaînent plus vite que prévu. La banque prouve sa capacité à financer des projets concrets, ce qui réduit la dépendance aux guichets extérieurs et renforce la crédibilité interne. L'identité commune et la communication confédérale deviennent des accélérateurs de confiance. Les populations perçoivent un bénéfice immédiat, même limité, et la diaspora redirige une partie de ses compétences vers des programmes structurés. Dans cette configuration, la figure d'Ibrahim Traoré est moins jugée sur la rhétorique que sur l'exécution. Chaque objet livré augmente la marge de manœuvre politique. Dans une version plus difficile, on risquerait de voir des coûts de transition qui se concentrent sur les plus vulnérables. Les sanctions, la désinformation et les tensions internes fragmentent la cohésion du bloc. La banque reste un projet plus qu'un moteur. Le passeport demeure un symbole sans retombée, et la pression sécuritaire détourne l'énergie vers l'urgence plutôt que vers la construction. Dans ce cas, l'alliance devient une cible narrative. Elle est présentée comme instable et les divisions sont amplifiées pour empêcher l'effet de modèle. Une recommandation de lecture s'impose, quel que soit le scénario, ne pas se laisser piéger par l'alternative simpliste, succès héroïque ou échec total. Le point clé est la chaîne de preuves. Identité, financement, récit, puis service concret. Si cette chaîne se maintient, l'alliance gagne. Si elle se casse, le discours se vide. Pour une partie du public, surtout dans la diaspora, le sujet semble lointain. Une alliance sahélienne, des retraits d'organisation, des discussions sur la monnaie. Pourtant, la source insiste sur un lien direct. Ce qui se joue au Sahel touche à la manière dont la valeur circule, donc à la manière dont des économies entières se stabilisent. Ce n'est pas un appel à l'angoisse, mais un rappel de dépendance silencieuse. Si un bloc affirme qu'il veut conserver davantage de sa richesse et choisir ses partenaires, alors les habitudes du commerce, des prix et des récits changent, même pour ceux qui vivent à Atlanta, Londres ou Paris. La source décrit un basculement psychologique. Envoyer de l'argent pour survivre n'est plus présenté comme suffisant. L'enjeu devient l'investissement, la compétence et la prise de parole. C'est là que le récit place l'audience. Non comme spectatrice, mais comme second front, chargé de tenir la narration face aux étiquettes simplificatrices et aux raccourcis médiatiques. Dans cette logique, la question n'est pas seulement soutenir ou critiquer, mais comprendre, vérifier, puis expliquer avec rigueur autour de soi. 2 gestes concrets, modestes, émergent de ce cadrage. D'abord, trier l'information, refuser le réflexe de ne retenir que les mots chaos ou coup d'État, et chercher les éléments qui relèvent des instruments, banques, documents, communication, décisions économiques. Ensuite, parler en adulte politique, ne pas transformer Ibrahim Traoré en mythe intouchable, ni en caricature automatique, mais en acteur dont la crédibilité dépendra d'une seule chose, la preuve livrée. Le texte suggère enfin une responsabilité douce, ne pas laisser la peur décider du récit. Parce que, dans une bataille de souveraineté, le silence est déjà une prise de position. Une feuille de route crédible ne se mesure pas à l'intensité des slogans, mais à la clarté des étapes, des responsabilités et des critères de réussite. La source fournit déjà 3 piliers: identité, financement, récit, et permet de les traduire en un plan d'action en 5 mouvements, sans ajouter de faits extérieurs. D'abord, consolider l'outil financier sur les premiers mois. La Confédération, sous l'impulsion politique d'Ibrahim Traoré et des chefs d'État alliés, doit préciser l'usage prioritaire de la banque confédérée, agriculture, énergie, infrastructures de base. L'idée est de rendre publics des axes d'allocation et des premiers projets financés, même modestes, avec des critères très clairs. Ensuite, rendre l'identité commune opérationnelle sur le semestre. Les administrations doivent harmoniser les procédures autour du passeport biométrique et des systèmes d'identification en visant la fiabilité
plutôt que la vitesse. Les repères seront concrets. Documents délivrés, délai moyen et réduction des frictions administratives. Puis, synchroniser narration et transparence immédiatement et dans la durée. La chaîne de télévision confédérale et les canaux publics doivent informer sans triomphalisme. Expliquer les décisions, reconnaître les difficultés, contrer la désinformation sans tomber dans la propagande. La régularité et la cohérence compteront autant que le contenu. En parallèle, prioriser la protection des civils sur la période médiane. La force unifiée évoquée doit articuler ses opérations autour d'un objectif simple, réduire la peur quotidienne et sécuriser les zones de vie. Là encore, l'évaluation ne peut pas reposer uniquement sur des déclarations, elle doit se mesurer à une stabilité locale perceptible. Enfin, mobiliser la diaspora comme capacité sur l'année. Passer des transferts de survie à des contributions structurées, compétences, investissements ciblés, relais médiatiques. Le critère sera la création de programmes concrets avec des objectifs et des résultats suivis. Cette feuille de route tient en une question. Chaque outil produit-il une amélioration visible ou seulement un symbole ? Amadou, près de Bobo Dioulasso, n'a jamais demandé un miracle. Il voulait seulement que le coton de son pays cesse de partir comme une fatalité pendant que la table familiale restait fragile. Aïcha, aux abords de Ouagadougou, n'a jamais rêvé d'un grand discours non plus. Elle voulait une lumière stable, une école proche, une journée où la richesse sous ses pas ne rimerait plus avec pénurie. C'est là que le récit revient, comme une boucle qui se referme. Les instruments annoncés n'ont de valeur que s'ils atteignent ces vies-là. Une banque peut être un symbole ou un outil qui paie des pompes, des routes, des silos. Un passeport peut être un papier ou une preuve qu'une administration sert enfin ses citoyens. Et une chaîne de télévision peut être du bruit ou un moyen de dire la vérité sans trembler. La preuve seule crée la légitimité. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'est ni un sauveur automatique, ni un coupable par défaut. Il devient un test vivant, transformer l'unité proclamée en résultat concret sans perdre la lucidité devant l'adversité. Si Amadou et Aïcha voient un changement, le reste suivra. Le récit source se termine comme il a commencé, non par une statistique, mais par une invitation à choisir une position morale. Il oppose deux réflexes humains, tous les deux séduisants, croire au récit rassurant de l'ordre ancien ou croire à la promesse d'une autonomie qui dérange. Entre les deux, il y a une zone plus exigeante, mais plus utile, observer, comparer et demander des preuves, sans s'agenouiller devant un camp ni diaboliser l'autre. Si l'Alliance sahélienne réussit à transformer ses symboles en services visibles, elle deviendra un modèle. Si elle échoue, elle deviendra un avertissement. Ce n'est pas seulement une affaire de dirigeants, ni seulement une affaire de géopolitique, c'est une affaire de mécanisme et de capacité collective à soutenir une trajectoire sans céder à la fatigue, à la peur ou au cynisme. La question ouverte reste simple et elle mérite une réponse nuancée. L'Afrique peut-elle construire une autonomie réelle sans reproduire une nouvelle dépendance simplement déplacée ? Et, plus personnellement, comment juger Ibrahim Traoré avec justice ? Par ses mots ou parce que les familles, comme celle d'Amadou et d'Aïcha, verront réellement ? Si une seule chose doit rester, c'est celle-ci. Le débat mérite mieux que des slogans.